Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir que ce soit notre président de l'association qui organise avec 3 autres personnes le séminaire. Il va vous présenter la journée. Christophe. Merci, bonjour à tous. Donc, merci d'être venus aussi nombreux. Donc, je me présente, Christophe Calvin. Lé m'a déjà introduit en début de cette journée. Donc, on est très heureux de vous accueillir ce matin et j'espère pour toute la journée sur ce thème autour de la médecine exponentielle, de la vie exponentielle et de la santé et du numérique. Donc, je remercie beaucoup Jean Latière qui nous rejoint, avec Willy Matteau et Philippe Vlodica de l'École Polytechnique, qui nous ont, à nous 4, nous avons organisé cette journée. J'espère qu'elle vous intéressera, qu'elle permettra aussi de pas mal d'échanges autour de ces sujets qui nous touchent déjà et qui vont nous toucher de plus en plus. Donc on a organisé la journée en fait en 2 grandes parties, matin et après-midi, c'est très innovant. Mais surtout en termes de thématiques, on s'est orienté le matin plus sur des aspects, on va dire, scientifiques, technologiques, et on se posera un peu cet après-midi autour de questions qui touchent un peu plus la société, voire des cadres juridiques, parce que dès qu'on parle de santé, on parle aussi de personnes, et donc il y a des questions et de société et juridiques qui se posent. On a un programme qui est en fait subdivisé de manière identique le matin et l'après-midi, c'est-à-dire qu'en fait on va commencer par un certain nombre d'exposés qui vont nous présenter un certain nombre de sujets et on finira chacune des demi-journées par des tables rondes qui nous permettront dans un premier temps d'exposer un certain nombre de points de vue et puis aussi on espère échanger avec vous autour des différents sujets qui seront traités lors de cette table ronde. Donc je ne vais pas garder la parole beaucoup plus longtemps. On va essayer de tenir l'ordre du jour. On avait déjà prévu un début à 9h, il est 9h24, donc je vais m'arrêter tout de suite. Et je vais accueillir notre premier orateur qui est déjà présent, si on arrive à allumer aussi l'écran, ce qui serait intéressant, donc qui est Adnan El Bakri et qui va nous parler d'un sujet effectivement qui est d'actualité et on en parle beaucoup. Autour du big data, du deep learning et comment ça peut s'appliquer au niveau de la santé. Eh bien, je vais pouvoir commencer. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. J'ai l'honneur d'être dans cette enceinte. Moi, je m'appelle Adnan El Bakri, j'ai 30 ans et actuellement, je suis interne en urologie au CHU de Reims. Alors, on m'a demandé de vous parler donc de la problématique des données de santé. Je ne suis pas expert en big data ou en deep learning, mais je vais plus vous parler de ma petite expérience hospitalière et au sein du CNRS sur un projet que j'ai fait, et puis la création de la start-up justement dans ce domaine pour essayer de pallier ce problème de data en France. Il y a juste quelque chose qui s'affiche là, c'est pas grave. Donc j'ai intitulé ma présentation « Dossier patient numérique » parce qu'on est loin de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît des révolutions technologiques dans le monde et la réalité hospitalière, la réalité du parcours de soins du patient en France est vraiment très très loin de cette révolution. Et donc je vais relater cette expérience justement de terrain sans être encore une fois un expert en particulier d'un sujet que je vais aborder. Donc d'abord mon parcours, parce que ça fait partie intégrante du projet que j'ai mené. En fait, moi je suis né au Liban et j'ai quitté le Liban, j'ai quitté une zone qui était déstabilisée par la guerre, j'avais 17 ans, donc je ne parlais pas français. J'ai eu un bac libanais et je suis parti, j'étais dans un lycée anglophone, je suis parti donc à Marseille. Et j'entendais depuis toujours, depuis tout petit, on parlait de l'excellence médicale française dans le monde. Et donc, c'était vraiment la première destination qui m'est venue à l'esprit. Je voulais aller faire médecine en France. Ça, c'était vraiment le rêve. Et donc, j'ai postulé, je suis arrivé à Marseille et j'ai appris le français à Marseille. J'ai fait mes études de médecine, donc 6 ans de médecine. Puis ensuite, vous savez, il y a le concours de l'internat national et on choisit la ville et la spécialité. Donc, j'ai pris urologie à Reims.
Et c'est là où j'ai commencé à pratiquer vraiment la médecine, on va dire, la médecine ou la chirurgie au sein du système de soins, à connaître le système de soins. Et c'est là où j'ai vu vraiment, effectivement, les limites. Les limites quand on est ambitieux ou quand on veut aller loin, quand on veut faire de la recherche, quand on veut essayer d'innover ou révolutionner, on rencontre énormément de freins et de limites. Donc avant d'aborder aussi la suite, je vais vous raconter aussi une histoire qui m'a marqué et que je raconte à chaque fois parce que justement c'était le motif qui m'a poussé à aller à partir d'un système comme le système libanais, mais qui nous fait penser aussi à la préservation de notre système de santé. À 12 ans, en fait, ma mère était enceinte de ma petite sœur, je ne vais pas aller dans les détails, elle a eu une hémorragie assez grave, et on est allé à l'hôpital le plus proche, qui était un hôpital privé. Mais le système de santé là-bas, c'est globalement un système privé. Il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de sécurité sociale. Et donc l'hôpital le plus proche, on est allé aux urgences et on s'est fait refuser l'entrée aux urgences. Il fallait passer par le bureau des entrées pour prouver notre capacité à payer. Ce n'était pas le cas. Donc on était obligé de chercher un autre hôpital qui voulait bien nous accueillir. Et cet événement m'a toujours marqué. Et je le raconte ici parce que je pense qu'effectivement le système français est un excellent système de santé, mais qu'on n'est pas en train de le préserver. Et moi, tout ce que j'entends depuis quelques années me pousse effectivement à réfléchir, à me dire il faut faire quelque chose parce qu'on tend vers une destruction de ce système qui est un atout majeur pour la France. Après, ce n'est que mon avis personnel et mon expérience, encore une fois. Donc, je vous ai raconté, je vous ai parlé de ça. J'ai donc fait de l'urologie à Reims et à la 4e année d'urologie, je me suis intéressé au big data. Quand j'ai vu l'émergence de la e-santé en France et dans le monde, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose en matière de big data sur ma spécialité, donc sur le cancer du rein. Donc, en urologie, on traite le cancer du rein. Il y a une réalité dans le cancer du rein qui est que quand on traite un cancer du rein, on retire le rein globalement, on fait ce qu'on appelle une néphrectomie. Et les standards de surveillance des cancers, globalement, selon les recommandations, c'est une surveillance sur 5 ans. Particulièrement dans le cancer du rein, effectivement, on surveille jusqu'à 5 ans. On s'est rendu compte qu'on revoit des patients, donc à 5 ans, on arrête la surveillance. Mais on revoit des patients au bout de 6 ans, donc on a arrêté leur surveillance, parfois au bout de 7 ans, 10 ans, 15 ans, c'est déjà vu, qui arrivent avec des métastases, alors qu'on a arrêté leur surveillance à 5 ans. Et là, je me suis dit, tiens, la médecine prédictive a effectivement toute sa place dans cette histoire. C'est-à-dire, il faut quand même, au moment de l'ablation du rein ou du traitement donc, qui est censé être curatif, qui est censé guérir le patient, il faut qu'on puisse savoir comment va évoluer ce patient. Donc, prédire l'évolution métastatique ou l'agressivité tumorale. Ce qui n'était pas le cas. On n'avait pas de score prédictif, on n'a pas de possibilité d'évaluer cette évolution. Et pour faire de la médecine prédictive scientifiquement parlant et de façon robuste, il nous faut du big data, il faut des données. Donc je me suis heurté à cette problématique, c'est que j'avais besoin de data, d'énormément de données. Pour faire de la médecine prédictive, le big data donc, en français, donc ce sont les mégadonnées, ce sont les données sur lesquelles il va falloir appliquer d'autres algorithmes statistiques, enfin d'autres analyses statistiques que les statistiques habituelles qu'on connaît. Ça, c'est la définition. Et donc, je vais vous parler de cet exemple concret de médecine prédictive, du coup, que je n'ai pas pu réaliser, mais j'ai imaginé un autre modèle pour prouver l'intérêt justement du big data. Donc, c'est un projet que j'ai initié au CNRS. J'ai imaginé donc en fait comment on fait de la recherche en réalité. L'essentiel de la production scientifique dans les hôpitaux français, c'est essentiellement rétrospectif. Et ce qui se passe, c'est que nous, les internes, les médecins, on va dans les archives de l'hôpital, on récupère les dossiers papier, les dossiers patients, donc qui font des centaines de pages, et on cherche l'information pertinente de cette manière. Donc c'est absolument pas optimal, c'est pas efficace. Donc en tout cas, j'avais une cohorte que j'ai réussi à faire sur une année de 100 patients. Donc imaginez, c'est rien du tout, 100 patients. Mais donc c'était impossible sur 100 patients de faire de la prédiction.
Donc il fallait imaginer un modèle à partir de ces 100 patients pour aboutir à du big data. Donc j'ai imaginé un modèle à partir d'une nouvelle technologie qui s'appelle la microspectroscopie infrarouge. C'est une technologie qui envoie de la lumière infrarouge au niveau du tissu tumoral, au niveau des cellules, et ça génère, à partir d'un seul patient, à partir d'une seule tumeur, ça génère énormément de données. Globalement, à partir d'un tissu anatomopathologique, donc d'une pièce tumorale, d'une pièce cancéreuse, on peut élaborer une dizaine de milliers de spectres, entre guillemets, donc à partir de cette technologie, ce qui nous permet d'avoir un data cube, je vous le présenterai après, qui permet éventuellement de construire un modèle de big data. Donc, j'ai réussi à partir de ces 100 patients à élaborer 4 millions de données, parce que pour chaque patient, on a fait 4 spots d'analyse, un spot sur la zone tumorale, la zone malade, la zone atteinte, sur le rein, hein. Donc on a pris tous les reins de ces 100 patients. Un autre spot sur la zone saine, donc qui est proche du cancer. Un autre spot sur la zone de jonction, donc c'est une zone qui est particulière entre la tumeur et la zone saine. Et puis un deuxième spot pour éviter les pertes, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des pertes. Donc j'ai fait un deuxième spot sur la zone d'intérêt qui est la zone tumorale. Donc il y avait 2 spots sur la zone tumorale, et à partir de ces 4 images par patient, on avait une dizaine de milliers de spectres par image, et donc 4 millions de données tumorales. Donc quand on a du big data, globalement, quand on a un modèle de big data, ce qu'il faut faire, c'est que il va falloir apprendre à l'ordinateur. Je simplifie, hein, il va falloir faire du machine learning, c'est-à-dire contextualiser les données. Donc là, l'ordinateur avait ces 4 millions de données, mais ces données-là, il faut que je lui dise, ça appartient à une zone tumorale, ça appartient à une zone saine, ça c'est une zone de jonction, etc. Donc il faut que cette anatomopathologie soit contextualisée. C'est très important le terme contextualisé, parce que les données de santé, le big data qui n'est pas contextualisé n'est pas exploitable, n'est pas analysable. Et ça, je le dis parce que je reviendrai plus tard sur la réalité du data français, enfin du big data en France, du big data santé, hein, pas du big data recherche. Le big data santé en France n'est pas contextualisé, donc il est impossible de faire quoi que ce soit avec les données de santé existantes en France actuellement. Je reviendrai un peu plus tard sur ça. Donc le machine learning, on apprend à l'ordinateur, enfin on lui dit ça c'est ça, ça c'est ça, et puis ensuite on va faire du data mining. Donc, on a toutes ces données-là, relativement contextualisées, et puis on va faire des classifications. Alors, habituellement, il y a plusieurs types de classifications. Il n'y a pas une seule méthode de classification. Là, j'ai choisi une classification K-means, mais c'est une des méthodes de classification. En tout cas, sur le big data, on commence en général par une classification non supervisée, c'est-à-dire on demande à l'ordinateur, après le machine learning, de nous dire ce qu'il en pense, globalement. Est-ce que lui, il arrive à prédire tout seul l'évolution métastatique sur ces données-là, donc l'évolution vers une progression du cancer à partir du rein initial. Donc c'est du data mining, c'est le clustering non supervisé, K-means, que j'ai appliqué, et on a réussi donc à construire un algorithme prédictif qui, statistiquement parlant, a réussi, donc sans classification supervisée. Sur le big data, il y a la classification non supervisée, puis ensuite, on fait de la classification supervisée, c'est-à-dire si on n'arrive pas à obtenir des informations intéressantes au début, en tout cas même si on arrive à obtenir des informations, il va falloir pousser les analyses, et on fait de la classification supervisée en deuxième temps, et cette classification supervisée, en gros, on va intervenir dans la décision de l'ordinateur pour lui dire non, je pense que ça, c'est pas ça, je suis pas d'accord avec toi, et voilà. Donc on intervient, on essaye d'améliorer l'algorithme. En tout cas, là, sur une année, parce que je l'ai fait sur une année de Master 2, on a fait uniquement une classification non supervisée, mais quand même, on a réussi sur 4 millions de données, c'est-à-dire l'ordinateur, en tout cas, a réussi à nous dire, avec un autre ratio statistiquement significatif, ça reste complètement statistique, hein, je précise, ça reste une étude aussi préliminaire, mais quand même, il a réussi à nous dire cette donnée tumorale, donc qui appartient à ce patient, évolue vers des métastases ou pas, avec un taux statistiquement significatif. Donc, après, nous, quand on a regardé, effectivement, ce patient, est-ce qu'au bout de 5 ans, il a évolué vers des métastases ou pas, c'était vrai, avec un taux relativement intéressant, donc qui était supérieur à 90%. Donc c'est là où je leur ai dit, et je me suis dit, voilà, là on a réussi à prouver quand même, sans pousser les analyses plus loin, hein, avec simplement une analyse de base,
on a prouvé avec 4 millions de données l'intérêt du big data. Même si c'est un modèle de big data, ce n'est pas du big data santé, mais c'est du big data spectral. C'est un modèle pour prouver cette prédiction. Alors, comment j'ai fait? Donc, simplement pour schématiser. Donc là, c'est de l'imagerie spectrale, encore une fois. Donc, on a pris une taille de pixels assez limitée, 25 x 25, et on a envoyé sur, là vous voyez, donc ça c'est la coupe anatomopathologique. On envoie donc de l'imagerie infrarouge, microscopique, qui, à partir d'un pixel, nous donne un spectre. Et donc, sur une coupe anatomopathologique, on va obtenir ce qu'on appelle en big data un dataset, un data cube. Là, en l'occurrence, il y avait une dizaine de milliers de spectres en moyenne par image. Donc, on obtient ce dataset qui permet donc de faire de l'imagerie hyperspectrale et d'analyser les données, donc de les clusteriser en data cube. Et ensuite, on applique à ces données-là ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, là, dans ce cas, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Je ne suis pas mathématicien, mais c'est ce qu'on a fait, en tout cas, c'est l'analyse K-means clustering non supervisée. Le but de cette analyse est de minimiser la distance intra-cluster. C'est-à-dire, on prend un cluster, c'est ce que je vais vous montrer. Là, par exemple, c'est l'exemple de 100 points. Donc, en fait, là, c'est juste pour schématiser. On a une centaine de points. Nous, dans notre cas, il y avait 4 millions de points dans l'algorithme. Donc, l'algorithme va choisir aléatoirement 3 centres de classe, là, comme schématisé ici. Il calcule les distances entre les points et chaque centre de classe, et il affecte chaque point à la classe dont le centre est le plus proche, de cette manière. Il recalcule des nouveaux centres de classe et il répète ces étapes 2, 3, 4 jusqu'à la convergence. Alors, je profite de cette diapositive pour dire aussi une chose. Je pense ce que j'entends en tout cas quand on parle d'intelligence artificielle, parce que là, in fine, on a abouti à une sorte d'algorithme d'intelligence artificielle. J'insiste sur un truc, je pense en fait que l'intelligence artificielle ne se crée pas. C'est-à-dire, j'entends souvent, en e-santé en tout cas, nous dire j'ai créé une intelligence artificielle, j'ai créé un algorithme d'intelligence artificielle, j'ai créé une application d'intelligence artificielle. Je suis désolé, l'intelligence artificielle ne se crée pas. L'intelligence artificielle s'obtient. Donc, on peut pas, c'est pas un code informatique. On ne peut pas créer de l'intelligence artificielle d'emblée. Facebook crée de l'intelligence artificielle, mais parce qu'ils ont des datas. Ils ont obtenu de l'intelligence artificielle. Actuellement, ils arrivent à faire de l'intelligence artificielle. Pareil pour Google, pareil pour IBM. Mais on ne peut pas dire, tiens, j'ai créé un code informatique qui est de l'intelligence. Ce n'est pas ça l'intelligence artificielle. C'est un résultat. Donc ça je pense que c'est mon point de vue, mais je pense que c'est important à préciser quand même. Donc dans le big data, il y a 2 choses à savoir. Il y a les 4 V et puis les 4 P en médecine. Les 4 V, ce sont les caractéristiques des données. Donc, il faut savoir que dans le big data, les données ont un volume, un certain volume, donc le data size, une certaine vélocité, c'est-à-dire une vitesse de changement, une vitesse de modification de ces données. La variabilité, c'est-à-dire qu'on a différentes sources de données qu'il va falloir prendre en compte dans le big data. Et puis, il faut aussi pouvoir vérifier la véracité de ces informations-là, l'exactitude de ces informations. Donc, ces 4 V définissent globalement le big data. Et puis, il y a les 4 P, j'en parlerai après, qui est un résultat d'application du big data en santé. Donc, vous l'aurez compris, on est face à une révolution technologique, effectivement, dans le monde, qu'on voit, le big data, le deep learning, la blockchain, etc. Je vais en parler rapidement et vous donner mon point de vue là-dessus. Mais la réalité n'est pas du tout ça. Et c'est ça aussi que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est qu'on est très, très loin en France, très loin, sur le terrain. Donc, en matière de deep learning, encore une fois, je reprécise parce que je sais qu'il y a sûrement des experts de deep learning. En tout cas, sur ce que j'ai expérimenté, le deep learning, c'est l'ensemble de ce que je viens de dire. C'est-à-dire il faut partir d'un big data, en santé en tout cas, faire du machine learning, donc contextualiser les données, comme je vous ai expliqué, et puis aboutir à de l'intelligence artificielle en faisant de l'analyse, du data mining. Et c'est là où on va pouvoir faire, c'est uniquement à partir de là où on va pouvoir faire de la médecine des 4 P, donc de la vraie médecine du big data. Les 4 P, c'est la médecine participative,
préventive, personnalisée et prédictive. Et encore une fois, quand j'entends des gens me dire moi je veux faire de la médecine préventive, ou même des candidats à la présidentielle, je suis désolé, qui nous disent nous on va insister, on va faire de la médecine préventive. Comment vous allez faire de la médecine préventive? On va rajouter une consultation de prévention. Non mais vous rigolez, la prévention on l'a fait tous les jours. À chaque consultation, on fait de la prévention. Donc, ce n'est pas ça qui va révolutionner la médecine. Et ce n'est pas du tout ça la médecine préventive. La médecine préventive, c'est scientifique, c'est basé sur du big data, et ce n'est pas en rajoutant une consultation qu'on va faire de la médecine préventive. Donc, le deep learning inclut tout ça. Donc, il y a le data mining, c'est-à-dire on va pouvoir envoyer des requêtes et interagir avec l'algorithme. Et puis, ça aboutit globalement, c'est ce que essaye de faire IBM avec leur supercalculateur Watson. C'est-à-dire on arrive à aboutir à de l'automatisation du diagnostic et du pronostic. Ça devient une réalité dans le monde. C'est pas quelque chose qui est... c'est pour demain. Donc, on arrive aujourd'hui à remplacer le médecin. Alors, avec des limites, hein, et moi je ne suis pas pour complètement remplacer le médecin, ou je ne suis pas pour les médecins virtuels, en tout cas j'en parlerai un peu après, mais on arrive quand même à automatiser des diagnostics et même à automatiser des pronostics. Pronostics donc à prédire à partir des données de santé. Donc Watson, alors aux dernières nouvelles, j'étais, alors je ne sais pas si vous avez peut-être des mises à jour, mais ils étaient à 300 millions de données de santé, hein, il me semble, et ils arrivaient quand même à faire beaucoup de belles choses avec ça. On a l'émergence aussi de ce qu'on appelle les chatbots, donc les médecins virtuels, mais attention encore une fois, ces médecins virtuels, ce ne sont pas de l'intelligence artificielle d'emblée. C'est nous qui les nourrissons. C'est ça ce qui est important. C'est-à-dire que quand il va interagir avec les patients, c'est là où il va apprendre et qui va construire son algorithme, enfin qui va construire son intelligence artificielle. Donc c'est des artificial intelligence chatbots, donc c'est des médecins virtuels. Je n'y crois pas trop à ce jour, mais je pense que c'est quelque chose qui va quand même arriver dans une dizaine d'années ou 15 ans. En tout cas, il faut quand même lui laisser le temps d'apprendre, parce que ce n'est pas quelque chose qui se crée. Ce n'est pas, encore une fois, un code informatique d'emblée qui fait que je remplace le médecin virtuellement. Alors, la blockchain. J'en parle parce que dans la startup, on en fait un petit peu, mais j'aimerais quand même en parler parce que c'est aussi un effet de mode, la blockchain. Il y a beaucoup de limites. Donc la blockchain, c'est la technologie qui est utilisée dans la monnaie virtuelle, hein. Il y a deux démonstrateurs publics, il y a le Bitcoin et Ethereum. Et on parle actuellement de la blockchain comme une nouvelle révolution des systèmes de soins et de la recherche. Alors, certes, il y a une fiabilité, c'est-à-dire que la blockchain, c'est très fiable. Ce n'est pas une technologie de sécurité informatique. On ne fait pas de la sécurité informatique avec ça. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend qui n'est pas vrai. C'est fiable parce que ça permet de tracer la transaction de manière indélébile. On va pouvoir effectivement suivre un parcours, mais en santé, rendez-vous compte, on a la problématique de l'anonymisation. Et donc, quand on trace de façon indélébile un acte ou un parcours de soins, on a du mal sur une blockchain à l'anonymiser. Donc, pour faire de la recherche, c'est problématique parce qu'on a besoin d'anonymiser les données. Et donc, il y a des limites. Alors, la solution serait peut-être les blockchains privées, c'est-à-dire construire sa propre blockchain et implémenter son algorithme ou sa technologie dans une blockchain privée et puis essayer de faire avec ça. Mais c'est encore une fois très expérimental et ça ne marche pas. En tout cas, sur les blockchains publiques, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, ne va aboutir à rien parce qu'on a énormément de freins justement d'anonymisation et de recherche médicale. Alors moi, je compare la blockchain c'est juste pour imager un petit peu, à une lettre recommandée à la poste. C'est-à-dire, on sait qui a envoyé la lettre, on sait à quel moment la lettre a été envoyée, à quel moment elle va être reçue. Donc on a un horodatage précis. Qui, comment, par qui, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça la blockchain. C'est qu'on arrive à protéger le contenu, mais tout est tracé. Le trajet est tracé. Alors, il y a aussi quelques startups dans le monde qui essayent aussi de faire justement, d'utiliser la blockchain pour créer des bases de données collaboratives. Ce qui est intéressant dans cette thématique, c'est que la blockchain permet d'avoir des accès distincts.
C'est-à-dire, et nous, on essaye de le faire là, enfin, c'est encore trop tôt, mais d'avoir des accès distincts, c'est-à-dire sur une base de données, enfin sur une blockchain privée par exemple, une base de données, on va pouvoir donner un accès différent à la pharmacie, un accès différent aux médecins, à l'hôpital, à un laboratoire, et donc pouvoir travailler, sur une base de données pour faire des essais cliniques, etc. C'est intéressant comme concept, mais encore une fois, il y a des limites qui ne sont pas encore très clarifiées. Donc il y a cet horodatage aussi qui est intéressant, et la possibilité de tracer une transaction. C'est beaucoup plus intéressant, en tout cas dans le domaine des finances, pour l'instant, que dans le domaine de la santé. Donc, c'est pour ça que les banques s'intéressent beaucoup à la blockchain. Donc, dans la blockchain, on a la possibilité de créer des smart contracts, encore une fois, sur une base de données collaborative. Par exemple, un essai clinique, on peut imaginer effectivement un smart contract entre un laboratoire, entre un hôpital et entre, je ne sais pas moi, la sécurité sociale, ce qui permet de réaliser de façon beaucoup plus simple un essai clinique ou de recruter des patients. Reste encore une fois à traiter la problématique de l'anonymisation. Ça, on le fait justement, c'est intéressant, et ça marche. En tout cas, nous, on a réussi à le faire. C'est la e-prescription. C'est-à-dire, sur une blockchain, vous allez pouvoir aussi, une blockchain privée, attention, on va pouvoir, enfin, nous, on a réussi à le faire, c'est une e-prescription. C'est-à-dire, le médecin va pouvoir prescrire directement dans la blockchain avec une application de prescription. L'intérêt, c'est que cette ordonnance est partagée instantanément, tracée en tout cas, partagée instantanément avec la pharmacie, enfin entre le médecin, la pharmacie, éventuellement la sécurité sociale s'ils adhèrent au projet. Et on va pouvoir aussi, la pharmacie va pouvoir dire oui, j'ai délivré l'ordonnance, et tout est tracé de façon très intelligente. Donc ça c'est intéressant, c'est possible. Alors, les startups aujourd'hui dans le monde qui disent on va faire ce qu'ils appellent le blockchain healthcare system, c'est-à-dire ils veulent transformer les systèmes de soins par la blockchain. Leur argument principal, c'est de dire on va contrer les GAFA avec la blockchain. Pourquoi ? Alors, j'ai lu un petit peu sur le sujet, parce qu'on nous dit, c'est pour les données de santé en tout cas, on aura du mal à faire confiance à Google, on aura du mal à faire confiance à Microsoft, on aura du mal à faire confiance à IBM, en tout cas en France ou en Europe. Bon. On n'a pas la même éthique non plus en France et aux États-Unis. Bon, donc il y a certaines voix qui commencent à s'élever pour dire il faut arrêter la révolution des GAFA, il faut faire autre chose. Et c'est pour ça que la blockchain commence à trouver son intérêt, même si ces grands groupes s'intéressent aussi énormément à la blockchain. Donc voilà, c'est cette problématique des blockchain healthcare system qui pour l'instant n'est pas prouvée. Un autre concept en e-santé qui est très scientifique maintenant et très à la mode, hein. Assez prouvé maintenant, il y a des études qui prouvent l'intérêt de l'empowerment du patient. C'est un domaine, c'est un concept qu'il faut vraiment intégrer aujourd'hui, c'est très important. En français, c'est la capacitation du patient, c'est-à-dire remettre le patient au centre de la prise en charge. C'est lui qui doit gérer globalement son parcours de soins. Les études montrent que le patient qui est effectivement impliqué, qui gère son parcours de soins, qui est au centre de la démarche, guérit mieux, guérit plus vite et génère beaucoup plus d'économies de santé publique. Donc c'est uniquement à partir de l'empowerment qu'on va pouvoir faire de la médecine participative. C'est la seule route vers le parcours de soins 2.0. Donc pareil, pas mal de gens commencent à dire on veut connecter le parcours de soins. Le parcours de soins se connecte effectivement à partir du patient, c'est-à-dire même avant qu'il soit malade. C'est la seule façon de pouvoir faire de la médecine participative et préventive, justement, après, avec des données de santé, malheureusement, qu'on n'a pas pour l'instant. Donc, dans l'empowerment du patient, on se rend compte aussi dans le monde qu'on a l'émergence des patients experts. Il y a même des patients maintenant qui sont diplômés dans leur domaine, dans leur maladie, et qui donnent des cours à la fac. Et ça, c'est très intéressant comme concept. Et il nous arrive maintenant de recevoir en consultation des patients experts. Il faut qu'on sache faire face à ces patients-là, qui sont effectivement qui sont malades depuis 10-15 ans et qui connaissent la pathologie mieux que nous, et qui arrivent justement à expliquer leur pathologie, à s'impliquer beaucoup plus que les autres. Donc c'est un concept qui est émergent, et il y a les e-patients aussi. En fait, il y a les patients du web. Il faut savoir que maintenant ça existe et c'est très intéressant. Les e-patients, d'ailleurs, dans notre startup, on a pris une e-patiente justement pour représenter ces patients, ces nouveaux patients. Donc le citoyen
même sans parler de patient, hein, c'est le citoyen à la base, parce qu'avant qu'il soit malade, c'est le citoyen qu'il faut remettre au centre de la chaîne de santé. La seule façon, comme je disais, pour faire de la médecine préventive et pour faire de l'épidémiologie ciblée. On n'est pas capable aujourd'hui en France de faire de l'épidémiologie ciblée. C'est-à-dire de se dire, dans ce territoire, je ne sais pas moi, en Champagne-Ardenne, on a 60% d'obésité, on va ouvrir un centre de diabétologie. On n'est pas capable de faire ça aujourd'hui en France, parce qu'on n'a pas de données contextualisées. Et c'est la seule façon aussi de faire de l'économie de santé publique de terrain. Et encore une fois, moi, quand j'entends aussi tout ce qui se dit, toute l'évolution de la politique de santé, l'économie de santé publique ne se fait pas en supprimant des effectifs de personnel, etc. C'est fini ça. L'économie de santé publique, c'est sur le terrain, sur le parcours de soins. Venez voir en consultation ce qu'on voit tous les jours. Uniquement parce qu'on manque de partage de l'information en santé en France, et uniquement parce qu'on n'a pas cette vision scientifique de médecine préventive, parce qu'on n'anticipe pas, parce qu'on ne fait pas de l'épidémiologie ciblée, parce qu'on ne prédit pas l'évolution des maladies, et on perd énormément d'argent comme ça. Donc il faut changer de vision en termes d'économie de santé publique. Donc voilà, je vous ai exposé un petit peu ces quelques révolutions technologiques et ces réalités de terrain. Pour justement après pouvoir parler un petit peu de mon idée, hein, de mon projet, que du coup je me suis basé sur tous ces constats pour le faire, donc la création de la start-up et l'idée. Je vous adresse aussi ces questions-là parce qu'aujourd'hui en France, est-ce que vous savez que, vous le savez sûrement, que quand vous allez vous consulter dans un hôpital parisien, si demain vous êtes en vacances dans un autre hôpital, même en France, hein, à Montpellier, à Reims, votre dossier ne vous suit pas. C'est-à-dire on ne sait absolument pas ce que vous avez eu à Paris quand vous êtes à Montpellier. Hein. Et donc on est obligé de tout refaire à chaque fois, voilà. Et voire même parfois entre la ville et l'hôpital même dans une même ville. Il n'y a aucune interconnexion des systèmes. Vous le savez, hein, chaque système hospitalier, chaque cabinet médical, chaque établissement a un système informatique qui est complètement différent et que l'État, depuis 12 ans, depuis 2004, enfin un peu plus de 12 ans maintenant, essaye de mettre en place ce qu'ils ont appelé le DMP, le dossier médical partagé au personnel. Donc vous comprenez que c'est un échec total hein, depuis 12 ans, sur tous les gouvernements, que ce soit de droite ou de gauche. Et maintenant, c'est ce que j'appelle la patate chaude. Cette patate chaude a été basculée de la ZIP Santé, donc de l'État, du ministère de la Santé, vers la Sécurité sociale, comme si la Sécurité sociale n'avait pas d'autres soucis que ça. Et aujourd'hui, ça n'aboutit à rien. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. La vision est une vision erronée. Et surtout, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le dit. Ce projet, depuis 2004, a coûté 1,2 milliard d'euros. Donc pour une application, 1 milliard d'euros. Moi, vous me donnez 1 milliard d'euros, je vous révolutionne la santé. Donc c'est vraiment choquant. Et ce qui est encore plus choquant, c'est de continuer à creuser le trou. Parce qu'il se retrouve dans un trou hein, et on continue à mettre de l'argent. Sur un projet qui ne va jamais fonctionner, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les experts qui le disent. Donc voilà la réalité. La réalité aussi, c'est que quand vous allez en tant que patient demander votre dossier médical ou de récupérer vos données, hein, parce que j'en sais rien, vous changez de résidence, vous voyagez, ou simplement parce que vous avez envie d'avoir votre dossier sur vous, eh bien, actuellement, il faut faire une lettre recommandée à l'hôpital ou à l'établissement, attendre jusqu'à 2 mois de délai et aller sur place quand il vous donne l'autorisation, en présence de quelqu'un, médecin ou administré, et en tout cas, photocopier quelques feuilles du dossier qui vous intéresse. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. D'ailleurs, on ne respecte même pas la loi, parce que la loi de modernisation du système de soins, de Marisol Touraine, donc de janvier 2016, qui a pas mal d'avantages, hein, même s'il y a certaines limites sur les données de santé, j'en parlerai après, mais en tout cas, l'article 193 dit clairement le patient doit être propriétaire de son dossier, doit partir avec ses données, doit les avoir sur lui, doit avoir accès à son dossier. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Il y a même certains médecins qui refusent de donner le dossier, certains médecins généralistes. Ça nous est arrivé, des patients qui viennent me voir et me disent mais le médecin ne m'a pas donné n'a pas voulu me donner le dossier. Donc c'est pas possible de continuer comme ça en France. Alors, je suis désolé, hein, je suis assez incisif, mais j'avais envie justement de faire passer ce message et de relayer cette expérience terrain. Donc, le Big Data Santé en France,
Ce sont ces constats-là que je viens de citer. Les archives, on continue à faire ça. C'est ça l'essentiel de la production scientifique. On va chercher les dossiers papier dans les archives. C'est archaïque. Le DMP, donc ASI, puis Sécu, puis toutes les dépenses que vous connaissez. Et on est toujours dans un système qui représente énormément de silos d'informations qui ne sont absolument pas connectés. Et on a très peu de bases communes. Alors, l'État a essayé de faire de l'open data. Récemment, l'année dernière, ils ont ouvert les données de la sécurité sociale de 2009 et ils ont mis sur le coup des experts, des ingénieurs, voilà, et ils ont demandé à ce groupe d'essayer d'en faire quelque chose de ces données de 2009, pour exemple, pour voir si on peut les exploiter. La conclusion est sortie il n'y a pas longtemps. Impossible de les exploiter, impossible de faire quoi que ce soit avec les données de la sécurité sociale en rétrospectif, en tout cas en matière de big data. On peut bien sûr faire récupérer le PMSI, faire des choses, mais bon, en matière de big data scientifique, big data santé, il est impossible de faire quoi que ce soit en rétrospectif. Et on est encore à ce stade de réflexion. C'est incroyable. On est encore, au niveau en tout cas de nos responsables, en train de réfléchir à comment faire. Donc la vision rétrospective s'avère complètement inefficace en France. On ne peut pas. Sinon, ce qu'il faudrait faire, c'est aller créer des API qui parlent avec tous les systèmes informatiques existants. C'est impossible. D'accord ? Ou alors, ça va coûter très très cher et on verra ça dans 20 ans. Donc, ça ne marche pas. Alors, est-ce que la vision prospective peut fonctionner ? Pourquoi pas ? Mais la condition de la vision prospective, c'est peut-être se dire on va donner le même logiciel. Je caricaturise, mais ça serait que tout le monde utilise le même logiciel. Là aussi, c'est impossible d'aller convaincre tout le monde de télécharger ou d'utiliser la même chose, c'est-à-dire tous les cabinets, tous les hôpitaux, tous les médecins, etc. C'est pas possible. Donc on est encore dans cette gestion archaïque, et quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté, on voit quand même qu'on est vraiment en retard et qu'on est face à des révolutions du supercalculateur Watson à autre chose. Quand on voit qu'Elon Musk veut connecter les réseaux neuronaux au réseau de l'intelligence artificielle, bon, ça reste, c'est Elon Musk, mais quand même, on est loin. Et on ne se positionne pas dans cette révolution des plateformes, ce que j'appelle la révolution des plateformes. J'en parlerai rapidement après. Alors, la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, donc article 193, qui était censé faciliter l'accès aux données de santé en France, il a mis encore plus de barrières. Donc, on a jusqu'à 6 barrières à franchir pour pouvoir exploiter les données. C'est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, et je suis désolé, je suis encore très incisif avec cette administration, c'est la création il n'y a pas longtemps du système national des données de santé. Alors l'État l'a annoncé, les partenaires qui l'ont créé l'ont annoncé comme une révolution. Mais je suis désolé, vous regarderez dans le fond, c'est encore de l'administratif. C'est encore de l'administratif pour gérer de l'administratif. Donc on crée de l'administratif pour gérer ce qui marchait pas avant, ce qui était aussi de l'administratif. Donc c'est vraiment pas du tout intéressant. On n'a aucune vision de big data en France. Donc la solution, en tout cas, maintenant je redescends un petit peu sur terre et je me dis, tiens, moi j'ai voulu un petit peu agir, même si encore une fois c'est une start-up, c'est du risque, c'est peut-être très ambitieux, mais en tout cas j'avais cette vision-là en regardant ces constats et je me suis dit, il faut changer de vision pour que ça marche scientifiquement parlant. Pour qu'on ait du big data, il faut, globalement, si on schématise, il faut un flux unique de données, de data. Il faut vectoriser la donnée pour qu'on puisse la contextualiser, pour qu'on puisse suivre le parcours de soins de A à Z. Et le seul électron libre que j'ai trouvé qui se déplace entre tous les intervenants, c'est le patient. Donc, malheureusement, le DMP était très axé médecin, c'est pour ça que ça ne marche pas, même si maintenant ils vous disent on va créer une application. Je vais vous en parler juste après. Les applications, pareil, il y a des limites aussi aux applications. Et puis les personnes qu'on voit en consultation, ce n'est pas des personnes qui viennent avec des smartphones. Donc ce n'est pas intéressant. Donc il faut créer, à mon avis, un flux unique de data dans un système de soins. Et donc j'ai proposé, alors j'ai osé, je vais vous parler aussi de cette expérience de création, parce qu'au début, je n'étais pas dans l'optique de faire une start-up, j'étais encore une fois dans une démarche purement publique, scientifique, et j'ai osé dire, tiens, dans l'hôpital même, là où je travaille, je me suis dit, pourquoi pas travailler sur la carte vitale ? J'ai osé dire ça. Je me suis dit, tous les patients arrivent avec leur carte vitale. Alors pourquoi ne pas utiliser cette carte vitale pour connecter les données de santé et permettre un suivi, permettre de générer un flux unique ? En prospectif, bien sûr, parce qu'en rétrospectif, encore une fois, c'est compliqué. Donc, bon,
quand j'ai dit ça, on m'a traité de fou. On m'a dit il faut arrêter voilà, il faut redescendre sur terre, il faut faire tes consultations tranquilles et arrêter avec ça. Vraiment, hein, c'était ça. Et je me suis dit non, je vais quand même aller jusqu'au bout de cette idée et je suis allé voir, j'ai osé aller voir, solliciter en tout cas l'assurance maladie et puis leur parler du projet. Et encore une fois, et je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas des gens de l'assurance maladie ici, mais la réponse est ahurissante, enfin ce que j'ai entendu, hein, je ne vais pas donner des noms, mais en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est que, non mais attendez, on vient de récupérer un projet qui a échoué depuis 12 ans, politiquement, on ne peut pas, c'est très intéressant ce que vous proposez, mais politiquement, on ne peut pas, et surtout après 1 milliard d'euros d'engagés, vous comprenez, on ne peut pas lâcher ce projet, quoi. Donc il faut qu'on continue à creuser, et puis voilà. Mais c'est très intéressant, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. Bon, très bien. Ça m'a réconforté dans l'idée que il faut, enfin, en public en tout cas, ça marche pas. Et après concertation avec les équipes autour de moi, avec l'hôpital, etc., on s'est dit bon, ben pourquoi pas se lancer dans une démarche privée et puis lancer ce que j'ai appelé le passeport vital. Et dans un contexte de mondialisation, on a créé aussi la même chose en anglais, donc Healthcare Passport. Et l'idée est de donner aux patients une carte sur laquelle il y a un QR code. Donc il y a une partie qui est dans une blockchain qu'on est en train de tester, comme je vous ai dit. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais en tout cas, l'idée est que le patient arrive avec sa technologie. Donc un logiciel patient et pas un logiciel médecin. C'est lui qui arrive avec sa technologie qui nous permet de se connecter sur ce logiciel, globalement, qui est sur un cloud, qui n'est pas une application. Avec simplement une connexion Internet, je vais pouvoir accéder à cette interface sur laquelle on a numérisé toute la chaîne de soins et qui permet en prospectif, donc à partir de l'instant où on a l'outil, de numériser toute la chaîne de soins, globalement, hein, si je résume. Donc, on s'oriente quand même dans le monde et on entend souvent maintenant parler de démocratisation de la santé et de mettre le patient au cœur de la prise en charge, comme je vous ai dit. Et malheureusement, je constate, en tout cas dans le débat présidentiel actuel, que la e-santé et toutes ces problématiques-là sont quasiment inexistantes. Donc voilà ce que j'ai essayé de proposer. C'est donc un passeport vital dans lequel il y a plusieurs options. En tout cas, on a un dossier médical universel, hein, ce qui en lui-même n'est pas l'idée innovante. Hein. Ça existait déjà, des gens qui essayaient de faire des Electronic Health Record ou International Health Record. Mais là, l'idée était vraiment de le mettre sur un cloud santé et de le rendre un petit peu accessible sur une plateforme dans le cadre de la loi des plateformes, que j'en parlerai juste après, la loi des plateformes comme les plateformes qui réussissent, quoi, Airbnb, Facebook, etc. Donc dans une dimension un petit peu biface, j'en parlerai juste après. Voilà, donc avec des options qui permettent également à distance de faire de la téléconsultation, donc de la vision embarquée, de la e-ordonnance. Donc c'est la seule possibilité qu'on a réussi pour l'instant à faire avec de la blockchain. Hein, c'est blockchain privée. Alors, donc, quand on crée une startup, effectivement, il faut trouver un modèle économique. Et en e-santé aujourd'hui, pas uniquement dans le cadre de ma startup, mais en e-santé, on a l'émergence de ce modèle économique qui est très intéressant, qui s'appelle le modèle économique BIFAS, que forcément vous connaissez. C'est un Français d'ailleurs qui l'a décrit. C'est Jean Tirole, qui est un économiste français, qui a eu le prix Nobel en 2014. Il a décrit ce marché BIFAS, hein, cette économie qui est basée sur les e-plateformes, hein, les two-sided markets. Par contre, la problématique qui se pose en santé, quand on applique ce genre de modèle, c'est un modèle qui a été décrit classiquement pour avoir deux parties interdépendantes économiquement. C'est-à-dire, globalement, il faut monter en puissance sur les deux parties pour atteindre un certain équilibre économique. Il y a un problème en santé, c'est qu'il faut quand même que les deux parties, c'est globalement les patients d'un côté et les médecins, enfin les professionnels de santé et les établissements de l'autre côté. Il faut que ces deux parties-là soient interdépendantes économiquement, mais également indépendantes économiquement. Et donc, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit, bon, comment conserver l'indépendance économique dans un modèle interdépendant par définition ? On a fait quelques recherches et il y a ce qui est proposé aussi en e-santé scientifiquement parlant et économiquement parlant, c'est les plateformes BIFAS aussi. C'est-à-dire on met en face d'un modèle BIFAS un produit BIFAS, un produit avec une double entrée. Hein. Donc un même produit qui permet,
par exemple, dans notre cas, ce qu'on a fait pour appliquer ça, c'est qu'on a pris la carte, on a donné une carte d'accès aux patients, enfin aux citoyens globalement, et dans la carte permet un accès à un software qui est sur un cloud. Ce software qui est sur le cloud est aussi utilisable plutôt par le médecin, par le professionnel de santé, en tant que logiciel sur son ordinateur. Donc, pour que ce produit-là puisse être indépendant économiquement de l'autre côté, mais également interdépendant dans l'évolution. Bon. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, ça, c'est vraiment un modèle très intéressant. En plus, c'est français. Et c'est sur ce modèle que se sont basées la plupart des plateformes aujourd'hui qui font la révolution des plateformes dans le monde. Et on est en France et en Europe, on ne s'est pas encore positionné dans cette révolution. On n'a pas de plateforme française qui permet justement de se positionner dans cette révolution de data santé. En tout cas, les applications, alors mon avis personnel et puis les enquêtes, les études en e-santé montrent bien que les applications en santé sont téléchargées par une personne, par le citoyen, le patient, et désinstallées globalement en moyenne au bout de 2 semaines. Et on a bien vu le flop, l'échec de l'application d'Apple sur l'iPhone. Ça ne marche pas, personne ne l'utilise. Donc, on s'oriente, la tendance mondiale aujourd'hui est de s'orienter vers les clouds santé, vers les plateformes web en santé qui ne sont pas dépendantes d'un smartphone. Pardon. Et on parle beaucoup aussi en e-santé de l'interopérabilité. Alors, on attend souvent de sortir un produit parfait, interopérable. C'est le cas aussi du DMP, par exemple. On attend voilà. Et c'est le cas aussi de pas mal de boîtes qui ne réussissent pas parce que justement, et c'est très français, on attend le produit parfait qui soit interopérable avec tout. Non. La vision aujourd'hui en e-santé, c'est de faire, c'est un peu comme ce qu'a fait Steve Jobs, c'est-à-dire de sortir un iPhone 1, puis 2, puis 3, puis de l'améliorer au fur et à mesure. Donc il ne faut pas attendre la version optimale, la version en santé en tout cas, qui permet de tout faire. Ce n'est pas possible. Donc il faut faire l'interopérabilité, mais de façon conceptuelle. Il faut réfléchir à un système qui peut se passer, pour le big data, qui peut se passer des silos des systèmes informatiques existants. Donc voilà, rapidement, là, c'est pour schématiser donc, ce que je vous ai dit. Donc, un modèle biface, enfin un produit biface avec une double entrée et un modèle économique biface avec les patients, les mutuelles d'un côté avec une carte et les professionnels de santé, les établissements de l'autre côté avec le software qui est la même chose. Et puis pour pousser un petit peu, je vous ai parlé du Liban au début, je suis allé présenter justement ces idées-là au Liban. Alors c'est un pays où, comme pas mal d'autres pays, où on n'a pas d'assurance maladie, on part de zéro. Et il s'avère que c'est beaucoup plus facile dans un système qui n'est pas verrouillé, qui est pas, où on part de zéro, c'est plus facile de passer à l'échelle 3.0 ou 4.0 que quand on est dans un système moyennement 2.0 comme en France et relativement verrouillé. Donc, c'est à partir de là où je me suis dit, on m'a dit là-bas aussi que pourquoi pas utiliser un système comme ça, comme une sorte de néo-assurance maladie, ou en tout cas néo-gestion numérique d'un système de soins avec votre passeport vital comme une première carte vitale dans ces pays-là. Et j'ai eu l'idée donc de dire on va lancer le projet de Big Data qui est la deuxième phase, qu'on a appelé Chain for Health, et qui permet dans une deuxième phase, en tout cas de faire du Big Data analytique mené par le citoyen dans le monde, pas uniquement en France, avec une dimension sociale et économique qui permet aussi à notre projet, en tout cas à n'importe quel projet de e-santé, de s'intégrer dans la révolution des plateformes. La révolution des plateformes est une révolution sociétale, sociale et économique, et il faut que cette dimension soit intégrée aussi en santé. Alors rapidement pour finir, je voulais vous parler aussi de la santé sur les réseaux sociaux pour faire le tour. Donc sur Twitter, on a tous les journaux scientifiques maintenant qui sont sur Twitter, tous les congrès scientifiques dans le monde qui sont quasiment retransmis en live sur Twitter. On a pas mal de startups aussi qui commencent à faire de la recherche scientifique sur Twitter avec des bots donc, qui interrogent les réseaux sociaux et qui permettent de récupérer des données. Ces deux hashtags qui sont très, très à la mode en e-santé, donc Healthcare Social Media Europe et France, et Social Media. Et puis sur Facebook, on a des profils, des groupes, des pages de pathologies et de patients aussi qui se regroupent. Il faut s'attendre à cette révolution. Facebook est également en train de travailler sur les chatbots, comme je vous ai dit tout à l'heure. LinkedIn, c'est plus professionnel, mais on a des associations de patients, on a des sociétés savantes qui utilisent de plus en plus LinkedIn. Et sur Instagram, c'est les photos. On a pas mal de photos de maladies et voire même maintenant des startups qui font des analyses
de photos de patients pour détecter les profils dépressifs. Donc, on arrive à aboutir à un profil psychologique à travers les photos Instagram avec, vous l'aurez compris, je ne dis pas de l'intelligence artificielle, mais en tout cas une construction d'une intelligence artificielle avec ces photos-là. Donc, en tout cas, sur ces réseaux, c'est nous qui nourrissons l'intelligence artificielle de ces groupes. Sur YouTube, donc, on a de plus en plus de chaînes de vidéos de patients, des sociétés savantes. Et sur Google+, c'est le réseau social qui a échoué, en tout cas par rapport aux autres. Il est peu suivi, mais en santé, il a l'avantage que si on l'utilise, on peut être indexé dans leur moteur de recherche, en tout cas la publication. Et puis, on a aussi des sociétés qui font de la recherche d'effets indésirables et d'effets secondaires sur les réseaux sociaux, à travers également des algorithmes qui permettent de générer des e-reports et de répertorier ces effets. Voilà, donc pour résumer, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'intelligence artificielle, encore une fois, ce n'est pas un code informatique, c'est un apprentissage, c'est un résultat. L'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde, réellement ceux qui en font, en réalité c'est quelques sociétés dans le monde, 6 ou 7, qui sont inclus dans le groupe des GAFA, c'est la loi des plateformes, et on est en France et en Europe dépassé. Il faut sortir donc de ce système fermé. En tout cas moi quand je suis toujours à l'hôpital, mais ce que j'ai voulu faire par ce que j'ai fait, qui va réussir ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas je voulais sortir d'un système qui tire vers le bas. Même si c'était un système d'excellence, on n'a pas d'aide à l'innovation, on ne nous pousse pas à être ambitieux. Quand on leur dit « je veux être le Steve Jobs français », on se fout de notre gueule. Et donc, ce qu'il faut, c'est sortir de ce système fermé. L'entrepreneuriat, c'est la seule façon que j'ai trouvée en tout cas. Sachez que innover en santé, c'est pas simple. Il faut 2 concepts très importants, la confiance et l'éthique, notamment en France. Donc, c'est pas simple. Et c'est cette citation que j'aime beaucoup parce que c'était vraiment mon cas depuis le début. C'est-à-dire, je me suis jeté d'une falaise, je savais absolument pas où j'allais. Et en fait, c'est le cofondateur de LinkedIn qui a dit ça. C'est Reid Hoffman et qui a dit donc un entrepreneur est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui construit un avion sur le chemin de la descente. C'est-à-dire que le projet que je viens de vous décrire n'était absolument pas ça au début. Et c'est le cas de la plupart des startups en général ou des projets qui réussissent, je l'espère, mais en tout cas, ça ne ressemble pas au projet de départ. Voilà, donc ce que j'ai envie, c'est que quand je dis je veux connecter le monde de la santé, qu'on me dise ça ne va pas marcher, qu'on me dise ce que vous voulez, mais au moins que j'entende oui, pourquoi pas, en France. Merci de votre attention. On va prendre 1 ou 2 questions. Bon, je pense qu'on aura le temps de discuter avec Adan durant la pause, mais on peut prendre 1 ou 2 questions. Bonjour. Donc, pourquoi les données de la santé sont inexploitables? Vous avez dit on ne peut pas utiliser les données qui sont dans les bases aujourd'hui. Quelle base? Je ne me rappelle plus du slide. On n'a pas de base. Elles sont non, où mais les toutes les données sur l'année 2009, vous avez dit qu'il y a des données qui ont été mises à disposition. Ça, c'est parce que les données sont tellement éparpillées, sont tellement cloisonnées et ne sont pas contextualisées qu'il n'est pas possible, encore une fois, de faire du big data. Pour faire du big data, il faut que le parcours de soins soit tracé de A à Z. Il faut qu'on puisse suivre cette donnée dès le début et qu'on puisse la contextualiser. Comment voulez-vous, c'est ce que j'ai expliqué, faire du machine learning, faire du data mining, etc. sur des données qui viennent de là, sans aucun lien. Enfin, dans le système actuel, c'est tellement cloisonné qu'il n'est pas possible. Et là, j'ai relaté juste la conclusion des experts sur ce groupe de réflexion-là. Sur les données, énormément de silos d'informations qui ne permettent pas de faire de big data. Donc, la réflexion maintenant se tourne vers le prospectif et pas le rétrospectif. Donc malheureusement, c'est le cas. Enfin. Oui, bonjour. Je voulais juste. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il faut dissocier les données cliniques hospitalières des données de l'assurance maladie, des données du PMSI, qui sont les données de sortie d'hospitalisation, etc. Pour lesquelles on a des bases de données. Les données de l'assurance maladie, c'est 60 ans d'expérience organisées avec des gens dont c'est le travail qui savent faire à partir de ces données-là des études big data en termes d'épidémiologie. La loi de santé que vous avez évoquée, qui a été mise en place en 2016, qui aujourd'hui, les décrets d'application sont là, permettent une ouverture sur ce système SNDS pour la recherche, avec des discussions qui sont en cours
pour les acteurs privés et qui va permettre d'ouvrir et de diffuser plus largement en respectant les aspects de confidentialité et d'usage sur ce qu'on va en faire derrière. Donc on peut faire du big data de façon tout à fait rétrospective sur les données aujourd'hui de l'assurance maladie et les données du PMSI et autres. Ce que l'on ne peut pas faire, c'est aujourd'hui y intégrer les données cliniques hospitalières. Mais voilà, il faut nuancer les deux domaines de donc c'est pas du big data scientifique, si, c'est du santé. big data, mais bien sûr que si, c'est du big data. J'en suis pas tout à fait convaincu. Bah alors expliquez ce que vous appelez le big data, mais c'en est. Bah, sans les données cliniques, comment voulez-vous faire du big data comment voulez-vous faire de la médecine, encore une fois, préventive, participative, prédictive et personnalisée, sans les données cliniques hospitalières, par exemple? Comment voulez-vous faire avec simplement le fait de dire cet acte a été remboursé, cet acte est codé comme ça, avec les données de l'assurance maladie? Comment voulez-vous faire du big data? C'est quoi le big data que vous... Bien sûr, le big data, dans n'importe quelle entreprise, on peut faire du big data, ça c'est pas un problème. Mais le big data tel que moi je l'entends, c'est pour faire de la médecine des 4 P, et ça c'est impossible. Hein, à part Watson, aujourd'hui, je vois pas qui c'est qui fait du big data. Hein. Santé. Watson étant un mauvais exemple parce que justement, ils ont acquis des bases de données privées sans avoir travaillé les étapes de curation et aujourd'hui ils sont sur le problème de manque de qualité des données. Ils ne sont pas aujourd'hui en mesure de réellement faire du big data prédictif reconnu pour un bénéfice pour le patient. Donc je pense que les choses sont un peu plus... faut nuancer, me semble-t-il, ce que vous dites. Donc je vous propose d'arrêter là, mais je pense qu'effectivement l'exposé était extrêmement intéressant et puis je pense qu'il va susciter pas mal de questions et de débats. Donc on remercie encore Adan de son exposé qui était fort intéressant.